Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée pouce carré. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci de vous être jointe à moi ce matin pour cette présentation. On est dans notre série de journées pouce carré. Vous en avez peut-être vu plusieurs passer. Il y en a encore qui s'en viennent. On essaie de faire une journée sur deux, axée davantage sur le primaire, l'autre sur le secondaire. Aujourd'hui, on est vraiment troisième cycle du primaire et secondaire. Donc, vous allez voir, il y a des livres qui, selon vos milieux, selon vos élèves, selon les élèves avec lesquels vous travaillez, pourraient convenir parfois à des lecteurs du troisième cycle, puis parfois à des lecteurs du secondaire, ou aux deux. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de livres de transition dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. La première présentation que je vais vous faire, c'est une présentation des éditions David. Et cet après-midi, c'est ma collègue Rose qui va prendre le relais à 13 heures pour vous faire la deuxième présentation de la journée. Donc, on commence ce matin avec les éditions David, puis vous allez pouvoir retrouver Rose par la fin. Puis je vous avertis déjà, si vous êtes en direct, n'est-ce pas, que vous allez pouvoir réutiliser le même lien tout à l'heure. Ça va être simple, là, elle va se connecter avant la présentation. Je vais me présenter brièvement. Je pense que je connais la majorité d'entre vous. On s'est déjà vu, on a déjà eu des présentations ensemble, mais je vais quand même prendre un moment pour me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré qui existe maintenant depuis plus de 4 ans. Et on a une compagnie qui est spécialisée entre autres, c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, en représentation. Donc, on est des représentantes en littérature jeunesse. Et aujourd'hui, on est avec vous pour vous présenter donc les livres de maison d'édition qu'on représente. En plus de ce travail-là, on fait aussi toutes sortes de projets sur mesure. Donc, on fait de la formation dans les congrès, dans les écoles. On fait de l'animation auprès des jeunes. On est représentante aussi pour Ago on lit. Ça, je vous le dis parce que ça peut être intéressant dans les milieux secondaires. On a des banques d'animation qu'on peut donner auprès des élèves dans les écoles secondaires avec les livres d'Ago on lit et c'est gratuit. Donc, si jamais ça c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter à ce sujet-là. Puis, on fait aussi de la présentation d'Ago on lit auprès des professionnels. Donc, si jamais vous avez un milieu qui gagnerait à découvrir cette plateforme-là pour promouvoir la lecture auprès des adolescents, c'est quelque chose qu'on peut faire avec vous. Puis, toute tâche connexe, tout projet amusant, toutes sortes de choses qu'on aime. Dans un travail comme le mien, il faut être polyvalent et avoir de nombreux chapeaux. Alors aujourd'hui, c'est un peu drôle parce que je viens vous parler avec deux chapeaux. En fait, je suis la représentante des éditions David, évidemment, mais pour les éditions David, à l'extérieur de mon travail chez Pouscaré, je suis aussi la directrice littéraire d'une collection. Donc, je mets mes deux chapeaux aujourd'hui, puis je vais vous présenter des livres dont j'ai fait la direction littéraire. Fait que pour moi, c'est doublement agréable parce que c'est des livres que j'aime, auxquels je crois. Et c'est une maison d'édition aussi que j'apprécie beaucoup. Donc, par curiosité, avant de commencer, est-ce que vous êtes déjà bien familier, familière avec les éditions David? Non, un petit peu. Je vois la tête. C'est pas comme, ah oui, ok, je connais déjà tout le catalogue par cœur. Excellent, mais moi, je préfère vraiment ces réponses-là parce que j'ai une raison d'être avec vous à ce moment-là si je peux vous aider à découvrir ces livres-là. Les éditions David, c'est une maison d'édition qui est basée à Ottawa, donc c'est une maison d'édition franco-ontarienne qui est connue probablement davantage pour sa littérature adolescente et ben évidemment ils ont toute une grande production pour adultes aussi là qu'on ne touchera pas aujourd'hui, des essais, ils travaillent beaucoup dans le haïku, dans la poésie, dans le roman. Dans les collections pour adultes, vous avez probablement déjà vu passer leur collection 14-18. Alors, c'est des éditions David qui fait là, la collection 14-18. Ce que j'ai entre les mains ici, c'est l'ancienne maquette. Il y a eu toute une refonte de la maquette il y a peut-être 2 ans. Puis maintenant, quand vous trouvez un livre de la collection 14-18, ils vont être un petit peu plus grands. Il y avait entre autres le commentaire que les livres étaient durs à lire. Tu sais, le miroir de page était très, très serré au centre du livre. Donc maintenant, on a une maquette, une mise en page qui est beaucoup plus aérée, qui est beaucoup plus accessible aussi. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que cette révolution a été opérée dans la collection 14-18 pour permettre que les livres soient plus accessibles.
C'est quand même une maison d'édition qui offre des livres avec un niveau littéraire quand même assez assumé. Et il y a quelques années, lorsque la maison d'édition, en fait, en Ontario, il y avait une maison d'édition qui s'appelait les Éditions de l'Interligne, qui faisait de la littérature pour les plus jeunes, pour les préadolescents. Cette maison d'édition-là, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient cesser de faire une production pour le 9-12 ans, ben, les éditions David ont décidé de prendre ce créneau-là. Alors maintenant, il y a une collection qui s'appelle la collection Pigeon Voyageur. Puis bon, un des premiers titres qu'on avait publié, c'était Pigeon de fortune. Donc on a vraiment toute la thématique dans la page couverture. Je vous montre un petit peu plus proche là, le logo ici, Pigeon Voyageur. Puis vous le voyez aussi à l'endos. Et c'est de cette collection que je suis la directrice littéraire. Comment c'est arrivé tout ça pour vous faire la petite histoire? J'avais déjà la compagnie Pouce Carré, les éditions David, on travaillait comme représentante pour eux et le directeur Frédéric me contacte pour que je les aide à retravailler la grille graphique de 14-18, donc en faisant un peu une étude de marché, puis à travailler une nouvelle collection 9-13 ans. Et de fil en aiguille, ben, je les ai aidés à bâtir la collection 9-13 ans. Puis c'est comme ça que j'en suis devenue la directrice littéraire. Mais c'était pas ça l'objectif au début. Mon travail, c'était surtout de faire une étude de marché. Ce qu'on a fait quand on a basé, je vais commencer donc en vous présentant la collection Pigeon Voyageur. Et c'est vrai, avant d'aller trop loin, je vais glisser dans la conversation la bibliographie pour que vous puissiez y avoir accès. Ça, c'est bien moi d'oublier de vous donner les documents importants. Alors, je glisse ici la bibliographie, vous allez pouvoir la télécharger. Pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion, la bibliographie, elle est sous la vidéo. Vous avez un lien cliquable sous la vidéo. Et je vais vous montrer rapidement de quoi il en retourne. Donc, quand vous ouvrez la bibliographie, je vais partager mon écran pour vous le montrer. Vous avez donc, j'ai séparé les livres selon les deux collections, collection Pigeon Voyageur et collection 14-18. Je vais beaucoup parler de la collection Pigeon Voyageur aujourd'hui parce que c'est une collection souvent qui gagne à être connue, puis avec des livres qui sont accessibles pour les troisième cycle puis le début du secondaire. On va parler aussi de quelques titres dans la collection 14-18. Chacun des titres est cliquable. Donc, en cliquant sur le titre, vous arrivez sur la fiche du livre sur leslibraires.ca. Puis, lorsqu'il existe une fiche pédagogique en lien avec le livre, vous avez aussi accès à la fiche pédagogique qui est liée. Puis, ben, vous avez l'ISBN, les codes barres, là, pour vous permettre de vous retrouver. Alors, voici pour un peu la présentation de la bibliographie que vous avez. Alors, comme je vous disais, la collection Pigeon Voyageur, l'idée de cette collection-là, lorsqu'on l'a bâtie, c'était premièrement d'avoir une collection de livres qui allait s'adresser aux 9-13 ans. Mais rappelons-nous qu'on est dans une maison d'édition franco-ontarienne où la francophonie canadienne, elle est très importante. Alors, le focus qu'on a décidé de donner à cette collection-là, ben, c'était d'avoir des livres qui vont mettre en scène des personnages francophones un peu partout au Canada. Donc, pour un peu décloisonner la littérature francophone, puis qu'elle puisse représenter des jeunes qui parlent français en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique. Pour l'instant, nous avons surtout des ouvrages ontariens et nous avons aussi deux ouvrages québécois qui ont été publiés. Puis, on a un titre à paraître à l'automne qui va se passer sur la côte ouest, donc sur l'île de Vancouver. On a aussi d'autres titres éventuellement qui s'en viennent. On a un ouvrage qui se passe au Manitoba. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer aussi aux jeunes que ben, les francophones, il y en a à l'extérieur du Québec, il y en a à l'extérieur des grands centres ontariens aussi, puis d'avoir des livres qui peuvent se situer dans les différentes régions. Il y a trois niveaux de lecture que vous allez retrouver dans la collection Pigeon Voyageur, et ces niveaux de lecture sont représentés à l'endos par des petites plumes. Donc, vous pouvez voir celui-ci, ici, on a trois plumes. Puis, il y a d'autres ouvrages là, qui ont seulement une plume qui est colorée. De cette façon-là, ben, on sait, en fait, on a revu notre façon de faire pour que ce soit plus clair. On vous le voyez mieux ici. Donc, il y a seulement une plume de colorée. Donc, on sait que c'est un livre qui va être plus accessible. Quand on a aussi décidé là, toute la grille graphique de la collection, ben on a décidé de choisir une grille graphique qui allait être accessible, qui allait être aérée, qui allait être vraiment facile à lire pour les jeunes dès 9 ans. Donc, lorsqu'on est dans des livres qui n'ont qu'une seule plume, je vais vous montrer ici un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc, vous avez là une mise en page qui est aérée, un espacement entre les lignes aussi qui est assez aéré. Vous avez, dans le choix de la typographie,
Si vous voyez la lettre A, je ne sais pas s'il y en a une juste ici, si vous la voyez. Donc, on a choisi le A rond, qui est beaucoup plus facile à lire pour les élèves qui font de la dyslexie aussi. Donc, on a eu ce souci-là. Puis, on a choisi un papier de couleur crème parce que justement aussi, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Donc, il y a plusieurs décisions qui ont été prises comme ça pour faciliter l'accès aux livres. Puis, on essaie d'avoir des livres qui sont pas trop épais, pas trop imposants. Euh, on refusera pas un très bon livre qui est plus long, mais on va favoriser d'avoir des livres qui sont un petit peu plus courts. Puis je vais vous montrer maintenant un miroir de page pour la collection, disons, trois plumes. Vous pouvez voir ici, donc on n'est pas non plus là, dans une mise en page qui va être extrêmement serrée. On a veillé à garder là, une mise en page qui va être assez large. Puis ben, on dit 9-13 ans. Donc, comme je vous le disais, ce sont des livres qui vont vraiment permettre de faire la transition entre le primaire et le secondaire. Puis ça dépend vraiment des niveaux de lecture des jeunes. Quand on a en tête nos publics francophones hors Québec, ben, il faut penser que le niveau de français, même pour les communautés francophones, n'est pas exactement égal au niveau de français au Québec. Puis on vise aussi beaucoup les communautés en immersion, où ben là, les niveaux de français, c'est des élèves en apprentissage de la langue. Donc, ben, on a ça en tête quand on fait nos choix de livres. Alors, ça vous dresse un peu le portrait de la collection Pigeons voyageurs. Puis maintenant, ben, je vais vous présenter plus spécifiquement quelques-uns, ben, tous les titres de Pigeons voyageurs. Je pense qu'on va avoir le temps de voir tous les titres. Puis ensuite, j'ai quelques titres dans la collection 14-18 que je vais vous présenter également. Avez-vous des questions jusqu'ici? C'est bon? Je prends une gorgée d'eau, puis je pars. Alors, je vais commencer par vous présenter une collection, une série en fait, une série de 5 tomes. C'est très amusant. C'est une série de Mireille Messier qu'on a rebaptisée la série Loupe, Loupe. Et Loupe, ça veut dire l'Office universel des passionnés d'enquête. Alors, on est dans une série d'enquêtes, mais ce sont des enquêtes vraiment rigolotes. C'est une série qui avait été publiée il y a déjà 20 ans aux éditions du Vermillon, qui est une maison d'édition qui a fermé. Et de cette façon-là, l'autrice Mireille Messier a pu récupérer ses droits et on en a fait une réédition. Mais là, imaginez de rééditer des livres publiés il y a 20 ans, on peut pas les laisser tels quels. Il faut actualiser parce que quand tu as des jeunes qui font une enquête puis qui essayent de trouver une cabine téléphonique pour appeler leurs parents, ben soit faut le mettre en contexte ou soit faut modifier parce que les jeunes d'aujourd'hui vont lire ça puis vont dire ouais mais pourquoi qu'elle a pas juste pris son téléphone? Fait qu'il faut faire une mise en contexte. Alors ce qu'on a décidé de faire comme mise en contexte, c'est que le narrateur, Simon, est aujourd'hui un adulte et il nous raconte les premières enquêtes qu'il a menées avec sa sœur, Vivi. Alors, Vivi et Simon sont les deux personnages principaux. C'est Simon le narrateur. Et donc, Viviane, il nous raconte les enquêtes qu'il a menées qui les ont amenés à fonder la Loupe, l'Office officiel, attendez, l'Office universel des passionnés d'enquête. Alors, l'Office universel des passionnés d'enquête va être vraiment fondé dans le deuxième tome. Puis, je vous dirais que ça nous gardait une porte ouverte pour éventuellement, parce qu'il y avait 5 livres parus dans cette collection-là, ben éventuellement, je pense que ça donnait l'idée à Mireille de peut-être poursuivre la collection pour en avoir d'autres. La particularité de cette collection, c'est que chacun des titres se passe dans une ville différente de l'Ontario. Alors, vous allez avoir une Twiga à Ottawa qui se passe à Ottawa. Le deuxième tome, vous avez Déclic à Toronto. Alors, on vous amène à Toronto. Dans le troisième, on monte vers Sudbury avec Coupe et sous-coupe à Sudbury avec une histoire qui mélange hockey et ovni. Le quatrième s'appelle Coup de théâtre à Stratford. Donc là, on est dans l'univers du théâtre et des fantômes. Puis le cinquième, je ne l'ai pas sous la main, mais je vais vous montrer à l'écran. Alors, le cinquième s'appelle Embrouille à Embrun. Et je vous ai préparé ça ici. Donc, attendez, c'est pas lui, je vais trouver le bon. Embrouille à Embrun que vous pouvez voir ici où on est dans la ville d'Embrun et là on est dans un univers fermier. Alors on se retrouve sur une ferme. Puis vous pouvez voir dans tous les cas, là, on oscille entre 120 et 175 pages, donc avec la mise en page très aérée que je vous ai montrée tout à l'heure. Vivi et Simon, donc, sont deux jeunes, ce sont un frère et une sœur, qui ont grosso modo le même âge, puis on a veillé à pas vraiment nommer leur âge pour que ce soit plus accessible.
Et ben, ils vont être amenés à résoudre des enquêtes. La première enquête, je vous dirais, c'est peut-être celle qui est la plus jeune et la plus loufoque. Puis plus on va, plus les enquêtes ben, sont d'âge plus adolescent, disons. Les livres pourraient se lire de façon indépendante, de façon indépendante. Donc oui, il y a une progression, mais si on arrive puis on lit le tome 2 sans avoir lu le tome 1, on va quand même tout comprendre. Les personnages sont représentés, les enquêtes ont un début, un milieu puis une fin, puis c'est complet. Dans la première enquête, une Twiga à Ottawa, alors Viviane et Simon ont remporté un concours de dessin qui avait été organisé par l'ambassade du Kenya à Ottawa et ils ont gagné une Twiga. Fait qu'ils sont bien contents, mais ils n'ont aucune idée quant à savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné. Alors là, ben, déjà, c'est super amusant parce qu'avec les jeunes, il y a une espèce d'ouverture quant à savoir, ben, on peut essayer d'imaginer ce qu'est une Twiga. On peut s'inspirer de la page couverture si vous la regardez bien. On peut essayer de faire des recherches. Les jeunes dans le livre vont essayer de savoir ce qu'ils ont pu gagner. Ils vont émettre des hypothèses. Puis finalement, ben, on se rend compte parce qu'ils retournent à la maison le soir. Et devant chez eux, il y a une énorme, 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 énorme boîte dans laquelle il y a une girafe vivante. Et ils sont coincés à la maison avec une girafe vivante, puis ils vont essayer de se débarrasser de la dite girafe. Dans chacun des livres, puis ça c'est vrai pour toute la collection, vous avez le lieu où se passe l'histoire. Alors ici, on est à Ottawa, puis si vous regardez dans le plan qu'on a fait, ben chacun des lieux qui sera visité par les jeunes est identifié dans le plan. Donc on pourrait vraiment là refaire le parcours des jeunes grâce au plan qui est proposé. Alors, ils vont essayer d'aller se débarrasser parce que là, leurs parents veulent pas qu'ils gardent une girafe dans la maison. Ils vont se rendre au Musée des Beaux-Arts, ils vont se rendre du Canada, ils vont se rendre au Marché Bail, au Parc Major, au Canal Rideau. Et finalement, et c'est là le côté un peu, ben, tout est folichon dans cette histoire-là, mais le côté un peu loufoque de la conclusion de l'histoire, c'est qu'ils vont rencontrer un homme sur le bord du Canal Rideau qui est absolument déprimé, puis qui est triste. Puis là, il pleure, puis là, il lui demande, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Puis le monsieur, il leur dit, mais moi, j'étais le sonneur de cloche au Parlement. Et ben, la cloche est brisée, puis j'ai perdu mon emploi parce qu'ils peuvent pas la réparer. Et là, les enfants se disent, ah ben nous, on a la solution pour lui parce qu'avec une girafe, tu sais, ça a le coulon, la girafe va pouvoir aller sonner les cloches. Et c'est comme ça que c'est le sonneur de cloche du Parlement qui adopte la girafe de Vivi et Simon. Puis à la fin, vous avez toujours donc un petit dossier sur la ville où on vous explique, par exemple, les endroits qui ont été visités. Puis, ben, on va, si c'est nécessaire, démystifier le vrai du faux grâce à ces passages-là. La prochaine histoire, je vais vous les raconter plus brièvement. La prochaine histoire, vous allez voir, on tombe dans un côté un petit peu plus réaliste, puis l'enquête va être un peu plus poussée. C'est d'ailleurs là que la loupe va être vraiment fondée. On est à Toronto, toujours avec Vivi et Simon. Et Vivi et Simon vont visiter leur oncle et leur tante avec leurs cousins, ainsi que leurs cousins. Et avec eux, vont faire une visite de Toronto. Puis ils vont se retrouver à aller visiter la Casa Loma. Donc la Casa Loma, si vous connaissez ce lieu ou non, mais c'est une espèce de château qui a été construit en périphérie de Toronto par un homme qui était assez excentrique, qui voulait construire un château pour son amoureuse et qui, si mon souvenir est bon, elle est décédée avant que le château soit construit, là. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'avais une douzaine d'années, je suis allée visiter la Casa Loma, puis il y a un espèce de tunnel de 500 mètres de long pour se rendre aux écuries. C'est un lieu qui est vraiment très mystérieux à visiter. Et ils sont en train de visiter la Casa Loma et Vivi va trouver par terre, en arrière d'un calorifère par un concours de circonstances, une petite boîte dans laquelle il y a un appareil photo antique, n'est-ce pas, sur lequel il est inscrit les initiales KGB. En plus, c'est KGB, imaginez-vous donc, c'est bien inquiétant pour eux. Et là, ben, les jeunes vont essayer de trouver à qui a pu appartenir cet appareil-là et pourquoi cet appareil-là s'est retrouvé là. L'oncle Costa, l'oncle de Vivi et Simon, travaille au journal. Alors lui, il va les aider à faire développer le film argentique qui se trouve à l'intérieur de l'appareil photo. Et ils vont devoir éventuellement, parce que c'est des photos anciennes,
Comparer, c'est en comparant les photos avec le paysage de Toronto, puis en voyant en quelle année chacune des tours a été construite, puis les tours qui se trouvent sur la photo et les tours qui ne s'y trouvent pas. C'est comme ça qu'ils vont réussir à déterminer à peu près à quelle époque la photo a été prise et à trouver la propriétaire. Puis ce qui est vraiment rigolo, c'est que cette propriétaire, en fait, c'était une gagnante c'était une femme qui avait les initiales KGB, puis c'était la gagnante d'un concours de yo-yo. Et elle avait gagné cet appareil photo-là qu'elle a malheureusement perdu quelques jours plus tard, mais qui lui a donné le goût à elle de devenir enquêtrice privée. Et c'est elle qui va leur donner le nom de la loupe, et c'est comme ça que l'association va être fondée. Dans notre troisième tome, on se retrouve à Sudbury. Donc, je vous l'ai dit, dans ce cas-ci, ça nous permet de découvrir la ville de Sudbury où il y a des mines de nickel. Et là, c'est le vol de la soucoupe, en fait, le vol du trophée du tournoi de hockey auquel participe Simon, qui va être au cœur de leur recherche et on va soupçonner des extraterrestres d'avoir volé la soucoupe parce que les extraterrestres voudraient consommer le nickel pour pouvoir, comme carburant. Et leur principal suspect, qui serait un extraterrestre caché, c'est le nouveau chum de leur grand-mère. Alors, ça vous donne un peu le portrait dans lequel on se retrouve. Mais dans celui-ci, on va aller visiter avec les personnages, les mines de nickel, donc c'est puis les laboratoires qui sont souterrains à Sudbury. Alors c'est vraiment intéressant du point de vue scientifique. Dans le quatrième, on se retrouve à Stratford, au Festival de théâtre de Stratford, où il y aura une grande enquête autour de la présence d'un fantôme, la présence mystère d'un fantôme dans le théâtre. Et dans le cinquième, en brouille à Embrun, ben, ils s'en vont chez leur oncle qui est parti en voyage et qui a une ferme. Donc, tu sais, quand on a une ferme, il faut avoir quelqu'un qui vient s'occuper des animaux pendant qu'on est parti. Donc, ils vont aller garder la ferme de leur oncle Jean-Guy. Et ben, c'est Marilyn, sa poule préférée, qui est une poule de prestige qui va disparaître. Et là, ils vont enquêter pour retrouver la poule de Jean-Guy. Donc, c'est vraiment des enquêtes qui sont bien ficelées, qui sont intéressantes, qui sont rigolotes. Les personnages sont attachants aussi. On a un personnage masculin comme personnage principal, avec sa sœur aussi. Donc, il y a le côté là, garçon et fille qui est présent. Donc, une belle collection. Puis, comme je vous disais, peut-être quelques titres à paraître éventuellement. Je vais vous présenter dans la même collection un autre ouvrage autour de la thématique de l'enquête, mais qui celui-ci s'adresse à un public un petit peu, je dirais, un peu plus vieux, peut-être une enquête un peu plus complexe, un peu plus politique aussi. C'est un roman de Katia Canciani qui s'appelle Qui a volé Winston Churchill? Alors là, on passe de une lune, pas une lune, excusez-moi, je suis dans la collection noire de la courte échelle. On passe de une plume à trois plumes avec cet ouvrage-là. Et dans celui-ci, vous avez donc une histoire qui est inspirée de faits réels. Et ça, moi, quand j'ai reçu le manuscrit de Katia, j'ai commencé à le lire. Tu sais, je reçois ça, c'est un document Word, là. Je commence à lire ça. Puis à un moment donné, je me dis, attends, je pense que ce qu'elle raconte, c'est vrai. Puis là, je m'installe avec mon ordinateur, je commence à faire des recherches, puis là, je constate avec joie tous les faits réels qui sont relatés dans cette histoire-là. Alors, ça veut dire qu'avec les élèves aussi, il y a la possibilité de faire la relation entre le vrai et le faux, et il y a beaucoup plus de vrai que ce qu'on peut penser dans cette histoire-là. Alors, on se retrouve avec au départ, deux personnages, Rémi et Jeanne, qui vont se retrouver à aller accompagner leurs parents à la première d'un film documentaire qui a lieu au Château Laurier à Ottawa. Et ce film-là raconte le vol du portrait de Winston Churchill qui se trouvait dans le Château Laurier. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là. La photo de Winston Churchill qui était dans le Château Laurier a effectivement qui a été photographiée par un photographe qui s'appelle Karsh. Cette photographie-là a effectivement été volée. Puis comme ça a été volé pendant la pandémie de COVID-19, ça a été très long avant qu'on réalise que la photo avait été volée. En fait, la photo avait été remplacée par une fausse. Et c'est des détails au niveau du cadre, entre autres, là, qui ont permis aux gens de réaliser que l'échange avait été fait, mais c'est des photographies, puis ça c'est vrai, là, c'est des photographies de visiteurs qui ont permis de voir à peu près à quelle époque ça avait été volé, puis ça faisait quelques mois que la photo avait été volée.
Et donc, il y a un réalisateur de documentaire qui a vraiment fait un film documentaire sur cette réalité-là. Et ils s'en vont à la première de ce film qui est réalisé par leur oncle. Donc, tout ça, on peut le vérifier. On peut vérifier le vol de la photo, la réalisation du film, le nom du réalisateur. On va pouvoir vérifier le nom de la directrice de l'hôtel. Tout ça, c'est les personnages qui sont nommés. Tout ça, c'est réel. D'ailleurs, je vais vous montrer à la fin. On a une fiche pédagogique qui a été faite pour toute la collection Loop que je vous ai présentée. Il y a des fiches pédagogiques. Puis pour Qui a volé Winston Churchill aussi. Et dans la fiche pédagogique, on démêle aussi, on fait la liste de tous les personnages réels qui sont cités dans le livre, puis on nous invite à faire des recherches sur ces personnages-là. Et donc, on parle de ce fait réel-là, puis Rémi et Jeanne s'en vont assister à la première de ce film qui raconte l'histoire du tableau volé qui n'a pas encore été retrouvé au moment de l'histoire. Et ils vont rencontrer Mria et James. Donc, Mria est une jeune fille ukrainienne dont la mère travaille dans la boutique du Château Laurier. Donc, elle est là parce que sa mère travaille là. Puis James, c'est un garçon qui va à l'école avec Rémi mais qui est aussi fils ambassadeur d'Angleterre. Donc, on a ces quatre jeunes-là qui, tout au long de la soirée, vont essayer de résoudre le mystère de qui aurait pu voler le portrait de Winston Churchill. Alors, ils vont aller interroger des gens, ils vont soupçonner d'autres personnes. Puis en même temps, c'est une occasion de visiter avec eux le Château Laurier, la boutique. Il y a moi, je suis jamais allée au Château Laurier à Ottawa, mais un genre de bar-restaurant. On est dans le temps des fêtes qui est entièrement décoré comme des cannes de Noël, en cannes de Noël. Donc, on nous décrit tout ça. Ils se retrouvent perdus là-dedans. Ils se retrouvent dans le hall. Alors, on va découvrir avec eux le Château Laurier. Bien sûr, la pièce où il y avait la photo de Winston Churchill. Et c'est en fait leur hypothèse finale quant à savoir qui aurait pu voler le tableau. Ben, c'est que ce tableau, la seule personne qui aurait véritablement eu le culot de voler ce tableau-là, ben, ce serait le président d'un pays voisin qu'on nomme le président Trumpet. Et donc, il y a cette espèce de conflit diplomatique là, qui va être sous-entendu. Puis on sait d'ailleurs que Donald Trump a pris une photo de lui dans une de ses photos officielles. Il a fait prendre une photo de lui qui est exactement dans la même position que Winston Churchill dans la photo Le Lion rugissant. Et donc, ben, ça amène à se demander est-ce que ça serait lui qui aurait pu le voler, puis pour quelle raison il aurait pu voler cette œuvre-là. Vraiment une super enquête, super intéressante. Il y a un deuxième tome que j'ai déjà lu qui va paraître probablement, je vous dirais, l'année prochaine. Alors, à suivre dans le deuxième tome, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va se retrouver à se promener dans le Musée des Beaux-Arts du Canada. Musée musée, oui, musée de l'histoire. Bon, oui, le grand musée des Beaux-Arts, vous savez, où il y a l'araignée de Louise Bourgeois devant le musée, là. Bon, le Musée des Beaux-Arts du Canada. Il me semble que c'est ça le nom. Alors, on va se promener dans cette région-là, puis encore une fois, inspiré de faits réels. Puis je vais vous montrer donc rapidement sur le site web ici des éditions David. Alors, vous avez la section Zone Prof ici, où vous avez les ressources pédagogiques, puis vous avez là chacun des livres pour lesquels il existe une ressource pédagogique, puis en cliquant Télécharger le PDF, vous allez arriver sur la fiche pédagogique. Dans ce cas-ci, puis pour la majorité des livres, vous allez avoir des activités de prélecture, des activités de lecture qui sont reliées à chacun des chapitres, donc des questions qu'on peut poser aux élèves après la lecture de chacun des chapitres. Et vous allez avoir effectivement des activités de post-lecture. Sauf que on vous donne aussi, là, si vous allez, on dirait que c'est la fin, mais on est juste à la page 7. Fait que continuez un peu plus loin. Ils vous ont préparé un parcours à pied. Donc, pour faire exactement le parcours qui permet de découvrir chacun des lieux qui sont évoqués dans ce roman-là. Alors, on vous propose de visionner le documentaire Le vol du Château Laurier, d'écouter des discours de Winston Churchill et d'aller donc visiter les différents lieux là, qui sont évoqués dans le roman. Donc, ça peut être vraiment amusant de faire une sortie en lien avec ce roman-là.
Attendez, j'ai une autre proposition ici où on est un peu à la limite sur le roman d'enquête, mais où on est vraiment dans un roman aussi, je vous dirais, très contemplatif. Cette fois-ci, on arrive au Québec dans c'est une série de 2 romans. Pour l'instant, qui se passe sur la côte nord. Le premier se passe sur la côte nord et le deuxième à l'île d'Anticosti. C'est une série de Claudine Paquet. Le premier titre que vous avez s'appelle Mystérieuse rencontre sur la grève. On est dans un roman un petit peu plus long ici, un petit peu plus épais, mais toujours avec une mise en page qui est très aérée. Le deuxième tome, ben, vous le voyez ici, c'est Les fantômes d'Anticosti. Alors, comme je vous disais, on se retrouve sur l'île d'Anticosti. Dans cette série-là, on a un personnage principal qui s'appelle Émile, qui a environ une douzaine d'années, 12-13 ans. Et Émile, par un concours de circonstances, son père ayant eu un accident de vélo, ne peut pas aller participer en fait, le voyage familial pour l'été qui était prévu, qui est un voyage de vélo, est annulé. Et il se retrouve à aller passer l'été chez sa cousine Romane sur la côte nord à Havre-Saint-Pierre. Alors, on va suivre le séjour d'Émile à Havre-Saint-Pierre, qui est un espèce de mélange entre un séjour touristique, parce que son oncle et sa tante vont l'amener à visiter plein de lieux, des lieux, bien sûr, qui vont se retrouver consignés dans la carte qu'on trouve au début de l'ouvrage. Alors, on va aller, il y a un premier arrêt à Sept-Îles, on va aller à Mingan, on va évoquer l'île d'Anticosti, on va aller à Havre-Saint-Pierre, puis on va même se rendre jusqu'à Natashquan. Donc, c'est les lieux que leur feront visiter les parents de Romane. Et en parallèle de ça, ben, il y a une enquête parce que Romane et Émile se retrouvent sur la grève et ils vont faire une mystérieuse rencontre. Et donc, ils se retrouvent sur la grève puis ils voient un vieil homme accompagné d'un chien. Le vieil homme a un petit peu de difficulté à se déplacer, puis son chien, il a sur le dos, vous savez, comme une espèce de petit sac à dos de chien, là. C'est comme de chaque côté, il y a une pochette, là. Alors, le chien se promène avec ça. Puis ils vont commencer par se demander qui est cet homme mystérieux. Ils vont essayer de trouver de l'information sur lui. Ils vont se questionner. Puis éventuellement, ils vont entrer en contact avec lui. Ce vieil homme s'appelle Joseph. Il est aphone. Il ne peut pas parler parce qu'il a eu un cancer du larynx et il a perdu la possibilité de parler. Donc, Joseph va toujours échanger avec Émile et Romane par l'écriture. Donc, vous allez avoir dans l'ouvrage à plusieurs occasions des passages qui sont écrits à la main par Joseph où, ben, comme ici, il leur dit, je suis pas muet, je suis aphone, j'ai perdu la voix, cancer du larynx, ça fait 5 ans. Donc, il va toujours s'adresser à eux de façon très succincte comme ça. Et ce qu'on va découvrir, c'est que Joseph, il est revenu à Havre-Saint-Pierre. En fait, c'est un homme qui a grandi, qui vient d'une communauté autochtone de la région de Mingan et dont la sœur habitait à Havre-Saint-Pierre. Et sa sœur est décédée, puis c'est lui qui a hérité de la maison de sa sœur. Alors, il est revenu s'installer là. Mais lui, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'il était photographe euh, qui a travaillé à l'international pour photographier des paysages, entre autres pour le National Geographic. Alors, c'est un homme qui a fait le tour du monde et qui est passionné par la photo. Et il y aura une connexion qui va s'établir entre Émile Romane et lui. Puis cette connexion-là va passer beaucoup par la photographie parce qu'il va initier Émile à la photo. Il y a vraiment une transmission intergénérationnelle dans cet ouvrage-là. Émile et Romane ont perdu leur grand-père il y a quelques années, puis Joseph va devenir comme la figure du grand-père pour ces 2 enfants-là, ces 2 adolescents-là. Mais Joseph est vieillissant aussi, donc il va avoir des petits accidents, il va devoir se rendre à l'hôpital à un certain moment donné. Puis Émile et Romane, qui essayaient de garder leur rencontre secrète, vont être obligés de révéler aux parents de Romane qu'ils ont rencontré Joseph. Parce que c'est un étranger. Ils ont parlé à un étranger, ils se disent les parents seront pas contents et tout ça. Puis Joseph se tient dans une grotte sur le bord de la falaise. Puis dans cette grotte-là, ben, c'est déjà arrivé lorsqu'elle était jeune que Romane reste coincée par la marée. Donc il y a une crainte. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la grotte à cause de cette histoire-là. Donc ben, ils font un peu des interdits pour pouvoir passer du temps avec Joseph. Donc voici pour le premier tome.
Et dans le deuxième tome, ben, on est 2 ans plus tard. Et là, Émile retourne passer un été avec Romane, mais cette fois-ci avec toute sa famille. Donc, Émile et ses parents s'en vont passer l'été avec Romane. Et ils ont loué un hébergement sur l'île d'Anticosti. Alors là, c'est vraiment ce paysage-là qu'on va visiter. Puis vraiment, moi, j'ai jamais eu le privilège d'aller sur la côte nord ni sur l'île d'Anticosti. J'espère vraiment y aller un jour. Puis, il était question cet été qu'on aille dans cette région-là. Finalement, ça sera pour une autre année. Mais en faisant je sais pas, Émilie, est-ce que... Ah non, je pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. En faisant mon itinéraire de voyage potentiel pour cette région-là, ben, je me suis mis à reconnaître des lieux que j'avais rencontrés dans les romans. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, ah oui, c'est vrai, Claudine, elle avait décrit ce lieu-là dans ce roman-là, puis je me rappelle exactement comment elle avait décrit, puis c'est super, super fidèle aux lieux que tu peux voir sur les cartes, etc. Et donc, sur l'île d'Anticosti, l'enquête, ben là, on a donc Émile qui fait de plus en plus de photographies. Romane, elle dessine et elle dessine très, très bien. Donc, leur voyage va être beaucoup axé sur la photo, sur les arts visuels. Et Joseph a une exposition qui est planifiée il me semble que c'est à Havre-Saint-Pierre, à la fin de l'été, et il va les inviter à exposer avec lui. Donc, ils ont l'été pour produire quelques photos, quelques dessins qui vont être dont ils vont être assez fiers pour les exposer. Ils vont avoir un mur pour eux. Et au travers de ça, ben, il y a des cris, il y a des bruits vraiment étranges qu'ils entendent dans les chalets qu'ils ont réservés. Et ils vont soupçonner la présence de fantômes sur l'île d'Anticosti, ils vont travailler aussi autour des légendes locales de l'île. Puis éventuellement, ils vont découvrir qu'en fait, ce qu'ils ont entendu, c'est que dans la grange à côté du chalet qu'ils avaient loué, ben, il y avait des effraies des clochers. Alors, si vous connaissez cette sorte de chouette, l'effraie des clochers, elle a un cri, allez voir sur Google, là, vraiment à glacer le sang. Là, quand on écoute le cri de l'effraie des clochers, on a vraiment l'impression d'entendre une personne se faire égorger dans une forêt, là. Donc, c'est le cri qu'ils entendaient pendant la nuit qui leur faisait peur. Et évidemment, ben, dans tout le roman, il y a l'omniprésence des chevreuils, des cerfs de Virginie qui sont extrêmement présents sur l'île d'Anticosti. Ils vont même rentrer dans la maison, donc il y a toutes sortes de péripéties. Vraiment, on est à mi-chemin entre l'enquête et le guide de voyage, presque, parce que les lieux sont décrits, les visites, ça donne envie de se déplacer. Des très beaux romans, très sensibles de Claudine Paquet. Donc, les 2 romans que j'ai appelés dans la bibliographie, je les ai appelés la collection Émile et Romane, mais ils n'ont pas vraiment de collection spécifique, là, mais c'était pour qu'ils soient regroupés. Je vais regarder l'heure. Ah, c'est bon, on continue. On a encore du temps. Je vais continuer avec un roman qui est plus court, qui a été dans les premiers romans qu'on a publiés dans la collection Pigeon Voyageur, qui est un roman de Daniel Marchildon. C'est un roman franco-ontarien, donc, qui s'appelle Pigeon de fortune. Je vous l'ai montré à l'écran tout à l'heure. En fait, Daniel a eu l'idée d'écrire ce roman-là après avoir appris qu'on lançait une collection qui s'appelait Pigeon Voyageur. Et ben, il va mettre en scène des pigeons voyageurs. On est ici en Ontario et on va se promener entre Windsor, La Fontaine, la baie Georgienne, Chapleau. Donc, il y a vraiment plusieurs lieux qui vont être nommés en Ontario. Là, vous pouvez voir la petite carte ici. Et niveau de lecture un peu plus complexe, on va avoir 4 narrateurs qui vont alterner dans ce roman-là. Au début, on en a seulement 2. On est avec un frère et une sœur qui s'appellent Pierre et Valérie. Puis Pierre et Valérie, ce sont des adolescents qui ont vécu un drame dans la dernière année. Leur père est décédé d'un accident complètement malencontreux. Il y avait une mauvaise température à l'extérieur. Valérie était dans un entraînement sportif. Au lieu de marcher ou de prendre les transports en commun, il faisait tellement pas beau. Elle appelle son père. Elle lui dit, peux-tu venir me chercher? Son père part pour aller la chercher. Il s'arrête à la lumière rouge. Il y a une branche d'un arbre, pouf, qui tombe sur la voiture et son père décède. Donc, évidemment, c'est une famille en état de crise. C'est une famille aussi où Valérie va ressentir de la culpabilité. Puis Pierre, qui est en colère, qui a de la tristesse aussi, ben, il va un peu mettre la faute sur sa sœur. Donc, vous pouvez imaginer le genre de tension qu'il y a dans cette famille-là. La mère,
décide un peu pour changer les idées d'aller passer un petit séjour à La Fontaine chez sa cousine, qui est une femme assez excentrique, qui a fait fortune en finance, mais qui est hyper intéressée par tout ce qui est un peu ésotérique et qui a hérité d'un un voilier de pigeons voyageurs. Et donc, elle s'occupe de ces pigeons. Cette femme-là, donc leur tante, elle est c'est la cousine de la mère. La cousine, elle est en froid avec son frère. Alors, elle a depuis longtemps un conflit avec son frère et elle décide, parce qu'elle a ce côté un peu ésotérique, elle décide que les pigeons voyageurs vont décider si elle doit recontacter ou non son frère. Alors, elle leur demande à Pierre et à Valérie de choisir chacun un pigeon. Et ce pigeon aura, dans la petite bague à sa cheville, la moitié du, euh, du numéro de téléphone de son frère. Puis elle dit qu'elle a gardé aucune autre copie du numéro de téléphone. Et les deux pigeons vont partir d'une destination qui est à égale distance de La Fontaine. Donc, un part de Windsor et l'autre part de Ottawa, si mon souvenir est bon. Et, oui, c'est ça. Donc, Windsor et Ottawa, on doit se retrouver à La Fontaine. Et si les deux pigeons reviennent, avec les deux moitiés de numéro de téléphone, elle recontactera son frère. De plus, pour motiver les jeunes, celui dont le pigeon arrivera en premier, celui ou celle dont le pigeon arrivera en premier, gagnera une bourse pour ses études. Donc, elle a décidé qu'elle voulait un peu comme ça appeler le sort pour réussir à résoudre ce conflit-là. Pierre puis Valérie trouvent ça bizarre. Tu sais, ils sont comme, voyons donc, voir que des pigeons vont décider si elle va renouer avec son frère, mais tu sais, ils n'ont rien à perdre puis il y a de l'argent à gagner. Fait qu'ils décident chacun de choisir un pigeon. Évidemment, ils vont choisir deux pigeons qui vont être frères et sœurs et les quatre narrateurs, ce sera Pierre et Valérie et les deux pigeons. Donc, à partir du moment où les pigeons partent de leur... Je vois Martin qui rigole. La proposition est quand même originale. À partir du moment où les deux pigeons partent de leur point de départ pour revenir à La Fontaine, ils vont nous raconter leur voyage, ce qui nous permet de survoler l'Ontario à vol d'oiseau et d'avoir un descriptif de ce qu'ils rencontrent, puis de comprendre aussi la réalité d'être pigeon voyageur, la réalité que doivent rencontrer les gens qui s'occupent de pigeons voyageurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des prédateurs aussi. Donc, il y a toutes sortes de péripéties qui vont arriver. Puis, ben, je vous laisse deviner que ce sera une occasion de réunion entre Pierre et Valérie. Puis, je sais pas si je devrais vous dire si la cousine excentrique va revoir son frère. Voulez-vous le savoir? Ah ouais, Marie-Josée a dit peut-être. Mais en fait, euh, il y a le pigeon de Valérie va se faire attaquer par un faucon. Et ils vont quand même retrouver le pigeon qui sera blessé, mais qui n'aura pas été mangé par le faucon. Puis, mais Valérie, elle décide, la cousine, elle décide de ne pas rappeler son frère parce que le pigeon n'est pas revenu. Sauf que il y a un homme qui l'aide beaucoup là, à s'occuper des pigeons, puis lui il dit ben moi je l'avais gardé le numéro de ton frère, il s'en vient demain là, c'est bien niaiseux de se fier à des pigeons pour savoir si on va se réconcilier dans une famille. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a décidé pour elle, puis il va avoir une réconciliation qui va arriver. Fait que la finale est assez rigolote aussi. On laisse pas nécessairement euh, les jeunes avec l'idée que ben le destin va se, tu sais, on peut aider le destin des fois là à se réconcilier avec les gens avec qui on a des différends. Pour cette collection, il me reste trois ouvrages que je vais vous présenter avant de vous présenter quelques livres de 14-18. Alors, je vais vous présenter une traduction. C'est rare qu'on va faire des traductions dans cette maison d'édition, mais quand c'est présenté l'occasion de traduire le premier tome de la série Les Kodiaks de David A. Robertson, on n'a pas pu passer par-dessus cette occasion-là. Donc, David A. Robertson, qui est un auteur cri des plaines du Manitoba, qui a écrit une série de hockey où on va retrouver un personnage Cri. Donc, on se retrouve avec Alex Robinson, qui est un autochtone, qui habite dans une communauté autochtone. En fait, je dis c'est un jeune Cri, mais dans les romans de David Robertson, généralement, on ne nomme pas les communautés et les communautés qui sont nommées.
sont des communautés inventées, là. Donc, c'est pas nécessairement une vraie communauté qu'on pourrait trouver là, avec un point géographique, mais on comprend que ça représente la réalité de plusieurs communautés. Et donc, on a Alex Robinson. Et Alex Robinson fait partie d'une équipe de hockey dans sa communauté. C'est l'étoile de son équipe de hockey. Et là, pour des raisons qui sont beaucoup reliées, entre autres, à avoir accès à une école secondaire, puis avoir accès à un emploi différent pour ses parents, les parents ont décidé de déménager à Winnipeg. Alors, on va avoir ce jeune garçon-là, qui est l'étoile de son équipe de hockey, qui déménage à Winnipeg et qu'on va suivre au travers des différentes étapes qui vont l'amener à intégrer l'équipe de hockey locale. Donc, les qualifications, les rencontres avec l'équipe, les rencontres avec le coach. Puis au travers de tout ça, ben il y a des gestes racistes qui sont posés envers lui, des propos qui sont nommés par d'autres joueurs, puis parfois de façon intentionnelle, puis souvent de façon, je veux dire, innocente, c'est-à-dire par ignorance, par réflexe quasiment, si on peut dire comme ça, ben, il y a des gens qui vont lui dire des choses qui sont très blessantes. Puis au début, ben, Alex va encaisser. Et à un moment donné, ben, il va se dire, ben non, moi, je peux pas accepter tout ça et je dois dire à mon coach qu'il peut pas me parler comme ça. Je dois dire aux jeunes qu'ils peuvent pas me traiter comme ça. Et ça va être une espèce de processus que ce jeune-là va faire en collaboration avec ses parents aussi. Ses parents vont beaucoup l'accompagner, parfois pour lui expliquer que les gens sont pas mal intentionnés, mais ils ignorent la réalité par rapport à ce qu'ils ont dit. Parfois pour lui dire que ben ça tu peux l'énoncer, tu peux dire on dit pas ces mots-là, on dit plutôt ces mots-ci et ben ça lui permet lui de traverser ces épreuves-là. Il y aura des scènes et des scènes de hockey. Si vous avez des amateurs de hockey qui aiment ça qu'on leur décrive des matchs, alors la rondelle qui passe à l'avant, qui s'en va dans l'enclave. Donc puis ça d'ailleurs au niveau de la traduction, ça a été tout un travail de traduire les termes de hockey de façon efficace puis de façon réaliste aussi. Donc vraiment une belle incursion dans l'univers du hockey avec David A. Robertson et on va voir comme ça ici. En fait, dans ce cas-ci, la communauté d'où il vient, c'était Norway House, qu'on voit ici, qui est complètement au nord du lac Winnipeg. Puis il se retrouve à Winnipeg et on va voir les différents lieux de la ville de Winnipeg là, qui va être amené à découvrir. Donc, celui-ci, on est dans un roman qui est plus long, là. On est dans 380 pages. Les en-têtes, toujours avec des numéros de hockey dans les chandails comme ça, puis une mise en page qui est quand même assez aérée. Ça se lit quand même assez facilement. On a mis 3 plumes parce que c'est la longueur du texte qui est un petit peu plus impressionnante, mais c'est une lecture qui est assez accessible. Puis, mes dernières propositions sont parues cette saison-ci, alors je n'ai pas encore les livres papier sous la main. Je vais vous les montrer à l'écran. Deux ouvrages qui se déroulent aussi en Ontario. On va avoir tout d'abord un roman historique. Alors, je vous montre ça ici. Ça s'appelle Le Caillou de Mississauga de Michel Laframboise. Donc, je vais vous montrer la page couverture. Attendez, est-ce qu'elle s'affichera? Voilà, le Kaiju de Mississauga. Alors, on est dans un roman historique, comme je vous dis, avec ce roman de Michel Laframboise, qui est un roman qui est pas très, très long. On a 168 pages et on est en 1979. Donc, on va suivre le personnage de Victor. Je vais arrêter le partage. On va suivre le personnage de Victor qui est vraiment très, très, très fan de monstres japonais. D'où le terme kaiju, qui est un terme que vous pouvez trouver dans tout l'imaginaire japonais. Et il habite à Mississauga. Et il va vivre un événement réel qui est arrivé à Mississauga, c'est-à-dire un déraillement de train de marchandises en 1979 qui a déraillé près de Mississauga et qui s'est enflammé parce qu'il transportait, entre autres, des matières inflammables, là, du propane, etc. Donc, c'est vraiment arrivé.
Incroyable mais vrai, ce déraillement de train n'a fait aucun mort, alors il n'y a personne qui a perdu la vie dans ce déraillement-là, mais ça a pu amener à un état d'urgence que vous pouvez imaginer, non seulement parce que il y avait du chlore aussi, non seulement parce que il y a le feu, mais parce qu'il y a des émanations toxiques. Alors il y a une grande partie de la communauté qui a été hébergée dans des lieux d'urgence, entre autres des centres commerciaux dont on a fermé tous les commerces et où on a fait des espèces de dortoirs d'urgence avec l'armée qui est venue aider, distribuer de la nourriture, des commerçants qui se sont localisés, qui ont joint leurs forces. Et même au travers de cet événement-là, il y avait des rescapés qui ont dû changer de centre d'hébergement au fur et à mesure que le temps passait parce que les émanations toxiques étaient de plus en plus éparpillées. Donc, ils ont été obligés de s'éloigner au fur et à mesure. Puis, on va suivre l'histoire de Victor, donc, à partir du moment où l'impact a lieu, donc, ben, de la veille, en fait, et la nuit où il y a le déraillement du train. Il habitait tout près. Il va même se rendre en vélo pendant la nuit, de loin, voir la boule de feu. Et de retour chez lui, ben, il apprend qu'il doit être délocalisé. Puis avec ses parents, ben, on va suivre la semaine, les jours qui ont suivi, où il va se promener dans les différents centres d'hébergement. Puis la quête de Victor au travers de tout le roman, c'est aussi de savoir ce qui est arrivé à son chat, parce que son chat est resté sur place. Et lui, il s'inquiète pour son chat, il veut être sûr que son... Parce que lui, il a donné un petit peu de nourriture avant de partir, mais ils sont partis vite. Donc, il est très inquiet de savoir si le chat va survivre. Et il essaye même à différentes occasions de retourner chez lui, il va faire un peu des mauvais coups pour essayer de sortir de la maison. Donc, on va suivre finalement la quête de Victor, qui a aussi deux amis qu'il va réussir à retrouver dans les centres d'hébergement et ensemble, ils vont servir de la nourriture aux personnes, ils vont vraiment vivre beaucoup de moments d'entraide. Alors, c'est une histoire qui est super intéressante parce que c'est historique. Moi, j'aime bien, là, comme je vous le disais tantôt avec Winston Churchill, on peut aller chercher, trouver de l'information, voir des images. On a vraiment là un fait qui est arrivé. Puis en même temps, ben la réalité de personnes qui, pour différentes raisons, se retrouvent à devoir aller dans des lieux d'hébergement temporaire comme ça, ben ça arrive, hein. On peut se rappeler la crise du verglas où il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans des lieux d'hébergement temporaires. On peut avoir, tu sais, on peut parler des feux de forêt où les gens sont délocalisés. Donc, c'est une réalité que peuvent vivre certaines personnes, puis qui est rarement dépeinte dans les romans. Donc, pour ça, je trouvais qu'il y avait un bel intérêt à ce roman-là. Puis le dernier ouvrage que je vais vous présenter, j'ai déjà évoqué les feux de forêt en vous parlant. Et bien là, je vais vous montrer le dernier ouvrage qui vient de paraître aussi, qui s'appelle Fuir le feu. C'est un roman de Micheline Marchand, assez court aussi. On est à 150 pages. Et on se retrouve donc avec un joli chien que vous voyez ici sur la page couverture. Puis le personnage de Katia. Alors, je vais arrêter encore une fois le partage. Katia, donc, c'est une adolescente qui est malvoyante et elle vient tout juste d'avoir la formation et d'obtenir un chien guide. Donc, elle a passé plusieurs jours avec son chien guide au Québec pour se familiariser avec lui et elle le ramène chez elle à Noëlville, en Ontario. Et Onyx, son chien guide, passe les premiers jours avec sa famille. Mais il y a les feux de forêt. Et c'est une réalité qui est malheureusement de plus en plus réelle. Alors, il y a les feux de forêt qui sont aux abords de Noëlville. Il y a des alertes, on commence à avertir la population qui va peut-être, tu sais, avant d'avoir l'obligation d'évacuation, il y a une alerte là, pour dire vous pourriez être amené à évacuer. Donc, on est au niveau de l'alerte. Katia et son frère vont commencer à faire leur bagage avec les parents, mais les parents, il y a un des parents qui est pharmacien, donc on est un peu coincé. Il faut rester dans la ville parce que on a des tâches à accomplir pour la population. Et alors que ses parents sont partis au travail, ben, les vents vont changer de côté. Et Katia va se retrouver coincée sur le bord de la rivière, seule avec son chien. Je vous rappelle qu'elle est malvoyante et la seule issue qu'elle a, son frère est de l'autre côté du feu, puis son frère lui crie embarque dans le canot. Et elle embarque dans un canot avec son chien et ils vont commencer comme ça à dériver sur la rivière.
Et donc, elle, ses parents lui ont appris quand même à naviguer sur l'eau malgré ses problèmes de vue, mais elle l'a jamais fait seule. Puis son chien ne porte pas son harnais de chien guide, donc il n'est pas en vigilance comme un chien guide. Et elle essaie de se repérer par les sons, par ce qu'elle est capable de voir. Puis, en parallèle de l'histoire de Katia, on va suivre une autre histoire, qui est l'histoire un garçon dont je me rappellerai pas le nom, parce que ça arrive toujours à un moment donné que je me rappelle pas les noms des personnages. Donc, elle va rencontrer en fait, on suit l'histoire d'un adolescent qui, lui, est parti en voyage de pêche avec son père et qui va se retrouver, lui aussi, coincé dans cette situation-là. Et lui était parti faire un jogging, puis il se retrouve sur un pont au-dessus de la rivière, puis il voit une jeune fille seule avec un chien passer en canot et s'échouer. Et il va aller, parce qu'il y a des rapides, puis il va aller les rescaper. Et ensemble, ils vont se retrouver coincés dans la forêt avec un canot qui a plus de rame, un chien guide, puis ils vont essayer de s'en sortir. Donc, ils vont fuir le feu, comme le dit le titre du roman. C'est vraiment un roman où les personnages doivent faire preuve de courage. C'est très réaliste. On a du mal à imaginer une personne qui est malvoyante qui se retrouve seule sur un canot, mais elle aussi, elle a du mal seule sur son canot. Alors, il y a un côté qui est très réaliste. Elle rencontre aussi le jeune homme assez rapidement pour que lui puisse la guider. Lui va rapidement se fouler une cheville, alors ils vont partager un peu leurs aptitudes. Lui va vraiment devenir les yeux du duo, puis elle va devenir les jambes du duo. Alors ils vont s'entraider comme ça, puis ils vont réussir à trouver une issue. Ils vont être escapés en fait par des gens en bateau qui ont été aperçus par des gens en hélicoptère. Mais c'est la réalité que malheureusement vivent des personnes qui sont coincées dans les situations de feu de forêt comme ça, entre autres au Québec, entre autres en Ontario. Donc vraiment un roman trépidant de Micheline Marchand qui s'appelle Fuir le feu, des personnages qui sont très attachants. Puis ce joli chien aussi qui va être quand même assez aidant quand même, malgré qu'il n'y a pas son harnais. Alors voici pour la présentation des ouvrages de la collection Pigeons Voyageurs. Comme je vous l'ai mentionné, puis moi, comme honnêtement, là, comme directrice de littéraire de cette collection-là, une des demandes que je fais aux auteurs, après il y en a qui refusent, mais souvent ils acceptent, c'est de pas donner d'âge aux personnages. Parce que je trouve que c'est vraiment un avantage quand surtout dans des romans où on est entre deux âges, comme ça, qui pourraient intéresser des bons lecteurs du troisième cycle, mais qui pourraient aussi tout à fait intéresser des lecteurs du premier cycle, du secondaire ou des lecteurs moins aguerris. Je trouve que c'est un avantage que les personnages aient pas d'âge parce que un lecteur de 14 ans qui lit un livre avec un personnage de 12 ans, il va dire il est trop jeune pour moi. C'est un peu normal à cet âge-là. Fait que je m'arrange pour niveler, là. Tu sais, on comprend que c'est des adolescents. Des indices vont nous laisser savoir un peu quel âge ils ont, mais j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'âge pour que ce soit accessible à tous. Ben voilà, donc c'est des histoires qui parlent de jeunes francophones un peu partout. Puis éventuellement, dans cette collection-là, ben mon espoir, c'est qu'on réussisse à avoir des textes qui viennent d'un peu partout. Donc découvrir aussi des auteurs francophones, par exemple des territoires du Nord-Ouest ou de l'Alberta ou de la Saskatchewan ou des Maritimes. Il y en existe. Ils ont déjà des éditeurs parfois, mais on voudrait avoir cette collection-là qui est un grand recueil de textes qui se passent dans la francophonie canadienne. J'espère que pour ça, vous avez quelques découvertes, la collection en tant que telle, peut-être les titres aussi. Je vais vous parler maintenant de la collection 14-18. Donc, on arrive dans des textes qui sont souvent un petit peu plus longs. Je vais commencer avec des textes qui sont un texte entre autres qui est un peu hors champ, qui est assez différent de ce qui est publié habituellement dans 14-18, mais que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un texte d'Hélène Leclerc qui s'appelle Le plus petit poème du monde et c'est une introduction au haïku suivie d'une anthologie. Alors là, pour les adolescents, on a vraiment un ouvrage qui peut être hyper utile en atelier d'écriture et pour découvrir une forme poétique qui est très, très courte. Et Hélène Leclerc est elle-même autrice de haïku. Si vous faites d'autres présentations, des fois avec d'autres personnes, là, c'est Hélène Leclerc de chez Urtubise HMH. Donc, si vous avez déjà suivi les présentations d'Urtubise HMH, c'est la Hélène. Moi, j'avais pas fait le lien. Fait que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça formidable. Puis à un moment donné, j'ai écrit à Hélène parce que je voulais avoir un service de presse pour une animation que je faisais. Puis elle a dit,
Je sais que tu travailles avec les éditions David. Si jamais tu as des questions sur le haïku, fais-moi signe. Puis là, j'étais là, pourquoi qu'elle me dit ça? Tu sais, dans ma tête, c'était tellement des catégories séparées. Puis là, j'ai fait le lien que c'était la Hélène de chez Urtubise. Fait que j'ai écrit, oh mon Dieu, j'avais jamais réalisé que c'était toi. Avoir su, j'y aurais dit d'avance que j'avais aimé son livre. Mais vraiment, elle nous raconte comment le haïku est entré dans sa vie et comment elle pratique cet art du haïku-là, comment elle écrit le haïku, en nous donnant en même temps un peu une classe de maître euh, et en nous montrant le travail d'écriture, comment le travail d'écriture peut modifier un texte. Donc, même avec seulement 3 vers, 3 courts vers, elle va nous donner des stratégies pour raccourcir les textes. Par exemple, enlever à certaines occasions, ça va être d'enlever les verbes. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Le même texte, si on enlève les verbes, comment il est transformé? Euh, Ajouter une impression en lien avec un sens, ajouter quelque chose en lien avec la vue. Oups, là on a un haïku, puis oups, on a une modification avec la vue qui vient de s'ajouter. Donc, on suit le processus d'écriture. J'ai jamais écrit de haïku de ma vie, puis ça m'a donné envie d'écrire des haïkus. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, c'est donc c'est accessible, c'est facile à lire. Elle va nous donner plein de stratégies. Vraiment, c'est super intéressant. Elle va nous parler de la césure, elle va nous parler des sens, comme je vous l'ai mentionné, elle va nous parler des figures de style en nous donnant des exemples. Par exemple, ici, on est dans la métaphore. Elle nous explique ce qu'est la métaphore, que c'est proche de la comparaison, puis ensuite, elle nous donne un exemple. Brise sur la grève, quittez un instant le roman pour lire le fleuve. Et là, on a l'exemple précisément, qui nous est précisément donné. Puis, à la fin de tout ça, elle a travaillé pour nous, donc, une anthologie de haïkus du Québec. Alors, ce sont des haïkus locaux et elle a séparé les textes en 3 catégories. Alors, la première catégorie s'appelle Entre le M et l'apostrophe. Puis là, elle va nous expliquer que cette section regroupe des poèmes à l'ambiance urbaine, témoins d'une vie qui se passe entre l'école, les trajets en autobus, le sport et les écrans. Puis elle s'est inspirée d'un haïku de Jeanne Pinchot pour le titre de cette section. La deuxième section s'appelle Un sourire sur mes lèvres, qui est tiré d'un haïku de Jimmy Poirier. Et c'est des poèmes où on sent bien la tendresse d'un amour ou d'une amitié. Puis la troisième section, on est La lumière des arbres, qui est tiré d'un haïku de Michel Plot. Puis là, ben, c'est la nature qui prend toute sa place. Puis à chaque fois, on a 4 haïkus par double page dans la section des anthologies. Puis on va avoir comme ça peut-être une trentaine de haïkus par section. Donc, ça nous permet vraiment de découvrir les auteurs d'ici. C'est un ouvrage que je vous suggérais aussi de mettre en lien peut-être avec l'album de Jeanne Pinchot, Mon été haïku, qu'elle a publié aux éditions Druide. D'ailleurs, elle cite Jeanne Pinchot à plusieurs occasions. Puis Jeanne Pinchot, qui est aussi une autrice de haïku réputée au Québec, qui est dans un album, va aussi permettre de découvrir comment on écrit le haïku. Alors, c'est intéressant d'avoir deux exemples comme ça. Celui-ci, bien sûr, est davantage pensé pour les élèves adolescents, mais des fois, ça peut être intéressant de mettre les deux en relation, voir est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des comparaisons qu'on peut faire entre les deux, est-ce qu'elles ont la même approche? Puis ben un qui est davantage axé sur la fiction. Là, dans l'album, on est plus dans un album de fiction. Vraiment une découverte pour moi qui a été super, super intéressante, que j'ai beaucoup appréciée. Je vais vous présenter aussi un ouvrage que j'ai lu vraiment récemment, qui est une parution récente aux éditions David dans la collection 14-18, que je pense que ça peut vraiment être... Ben, vous allez voir, j'ai 2 livres qui ont une forme qui pourrait être intéressante à travailler avec les ados, surtout avec les ados qui vous disent, ah, le livre est trop long, madame, ou le livre est trop long, monsieur, là. Et là, vous avez l'occasion de leur proposer de choisir quelle section de ce livre ils veulent lire. Vous allez voir, je vais m'expliquer. C'est un ouvrage qui s'appelle Une terre, 4 visages. C'est écrit par Lamara Papitashvili et publié donc dans la collection 14-18. On a ici un texte de 150 pages qui
est séparée en quatre grandes nouvelles, en fait. Donc, on a vraiment quatre nouvelles je dirais, une quarantaine de pages qu'on peut lire indépendamment les unes des autres. Et à la fin, les quatre personnages qu'on va avoir rencontrés vont se retrouver dans une situation finale euh, qui, à la limite, là, est super intéressante, mais à la limite, chacun des textes peut être lu indépendamment les uns des autres. Les quatre nouvelles vont mettre en scène quatre personnages. Alors, on va dans la première découvrir Athéna, qui est originaire de la Grèce. Donc, ce sont quatre personnages immigrants. Athéna, qui est originaire de la Grèce. Ensuite, on va découvrir Tarek, qui est originaire du Liban. On va découvrir Alex, d'origine vietnamienne, et Naomi, d'origine congolaise. Alors, ces quatre personnes, on est entre 2022 et 2024, on habite en Ontario ou au Québec, puis ils sont arrivés ici par l'immigration avec leur famille dans les dernières années. Donc, il y en a qui sont là depuis 2 ans, il y en a qui sont là depuis 4 ans. Puis on va suivre un peu leur quotidien, apprendre à découvrir leur parcours d'adolescents immigrants. Dans les quatre cas, on rencontre des jeunes, surtout les trois premiers, euh, sur qui la famille va mettre énormément de pression pour la réussite. Donc, des familles qui sont arrivées avec l'objectif d'offrir une vie meilleure à leurs enfants. Parfois, la raison de l'immigration, ben, c'est pour avoir une meilleure école, des meilleures opportunités de vie. Parfois, c'est la guerre. Parfois, donc différentes raisons peuvent avoir amené les familles à émigrer. Mais surtout, je dirais surtout les familles grecques, libanaises et vietnamiennes, on sent vraiment, vraiment, vraiment la pression de réaliser des études pour réussir à occuper certains emplois. On va penser, par exemple, à être avocat, à être médecin, qui vont être des métiers très importants. Euh, Naomi, elle, qui vient du Congo, il y a une pression de réussite, là, assurément, mais elle a une histoire familiale qui est un petit peu plus mise de l'avant, là. Je vais vous le raconter. Alors, Athéna, donc, sa mère a émigré ici, émigré en Ontario seule avec sa fille qui a 16 ans. Elle est arrivée quand elle avait 12 ans. Elle a beaucoup de pression pour la réussite à l'école, notamment parce que sa mère a émigré pour qu'elle ait accès à de meilleures études et à une meilleure vie. Puis elle, elle a vraiment, la Grèce lui manque terriblement. Il y a le sentiment de solitude aussi qui est très, très, très présent dans sa vie. Tarek, lui, qui vient du Liban, ses parents ont immigré à cause de la guerre, des menaces de guerre. Puis là, on est en 2000, 2002 quand il arrive. Donc, c'est pas tout à fait les situations actuelles là, du Liban, mais quand même des situations récentes. Et il va subir beaucoup de racisme à l'école d'un certain groupe de jeunes, puis il va se mettre à considérer que tous les Canadiens doivent penser comme eux, et donc il va se refermer beaucoup par rapport aux autres, et il va devoir apprendre à se réouvrir puis à faire confiance à certaines personnes, aux bonnes personnes, puis à établir des relations avec d'autres. Alex, lui, est d'origine vietnamienne. Eux, ils habitent à Sudbury et toute sa famille vietnamienne a émigré ici. Puis, ils travaillent dans le lainage. Alors, ils transforment la laine des moutons depuis des générations et ils travaillent pour l'entreprise familiale. Et il n'a à peu près pas de liberté de mouvement ou quoi que ce soit. Donc, il n'a pas le droit de se déplacer comme il veut, d'aller aux fêtes comme il voudrait. Il doit toujours être avec sa famille. Donc, lui, il va vraiment vouloir s'émanciper puis sortir de l'environnement familial. Puis finalement, Naomi, va quitter le Congo avec son père parce que sa mère avait immigré au Canada 12 ans plus tôt parce qu'elle avait de graves problèmes de dépression. Puis comme elle avait un passeport canadien, en famille, ils ont décidé qu'elle allait venir au Canada pour obtenir des soins. Elle arrive à Montréal, mais ça prendra 12 ans avant que Naomi et son père viennent la rejoindre. Puis quand elle rejoint sa mère, c'est un peu comme rencontrer une étrangère, mais elle voudrait que sa mère soit heureuse de la voir. Sa mère est heureuse, mais il y a une réticence aussi, il y a une distance en 12 ans qui s'est créée. Donc, c'est toutes ces réalités-là qui sont racontées. Puis le dernier chapitre, l'épilogue, en fait, c'est les quatre jeunes qui se retrouvent à la même université. Donc, ça nous permet de comprendre que quand on arrive dans un milieu,
les gens qu'on rencontre, peu importe d'où ils viennent, ils ont une histoire, ils ont un bagage, ils ont des joies, des tristesses derrière eux. Alors, c'est cette grande rencontre-là, pas aux portes ouvertes, mais à la journée d'accueil à l'université. Ils vont tous aller prendre un verre dans un bar ensemble, puis ils vont se retrouver comme ça. Vraiment, c'est un ouvrage qui est super intéressant. Comme je vous disais, comme chacun des textes fait entre 35 et 40 pages, puis c'est des pages quand même assez, c'est assez accessible, assez espacé. Parfois, il y a des textos au travers de ça. On pourrait même séparer un groupe en quatre, puis que chaque sous-groupe lise le parcours d'un des jeunes, puis ensuite qu'ils se racontent ce qu'ils ont lu, qu'ils témoignent de leur lecture, qu'ils fassent un exposé oral, un résumé. Il y a plusieurs expériences pédagogiques qu'on pourrait faire autour de ça. Fait que ça fait des nouvelles finalement à lire. Puis à la fin, ben, tout le monde lit. La finale fait 5-6 pages là, tu sais, pour voir ce qui est arrivé à tous ces personnages-là. Donc, ça pourrait être une option intéressante. Puis c'est drôle parce qu'il y a un autre ouvrage qui a été écrit un peu plus tôt aux éditions David, dans la collection 14-18, qui est un texte de Claudia Lahaye, qui s'appelle Les Voix du slam, puis qui est bâti un peu de la même façon. Ici, on a un roman un peu plus long, on est à près de 300 pages, et on va suivre trois histoires principales qui font environ, je vous dirais, là, 75-80 pages chacune, et qui vont se retrouver à la fin dans une finale qui va être un peu plus longue. Mais on pourrait faire le même exercice, donc séparer le groupe en trois puis leur demander à chacun de lire un parcours. C'est un roman, moi, que j'ai adoré, puis j'ai trouvé que malgré qu'il fait 300 pages, comme il y a trois grands canaux, t'es tout le temps en train de commencer puis de finir. Ça commence, hop, la première partie finie, t'en commences une autre. C'est comme lire trois ou quatre romans, en fait, en un seul. Claudia Lahaye va raconter le parcours de trois adolescents qui vont participer au même concours de slam. Alors, il y a un grand concours de slam qui est organisé, un concours international, et les trois, pour des raisons différentes, vont être amenés à participer et vont éventuellement aborder des sujets qui leur sont chers. Premier personnage qu'on découvre, c'est Justine. Donc, je vous remonte la couverture ici. Justine, elle est à Montréal et elle a perdu son père alors qu'elle était jeune. Puis, elle va découvrir, en fait, dès les premières pages du roman, qu'elle a des périodes d'euphorie et des périodes de dépression. Et donc, elle sera hospitalisée pour découvrir qu'elle a de la maniaco-dépression. La bipolarité. Et donc, elle va apprendre que son père avait la même maladie, le même trouble de santé mentale. Et il s'est enlevé la vie lorsqu'elle était plus jeune. Elle va découvrir ça au travers de l'ouvrage. Puis, c'est une fille qui a toujours beaucoup aimé écrire et c'est un de ses enseignants qui va lui proposer de participer au concours. Et ce sur quoi elle va commencer à écrire, en fait, ben, c'est ça, c'est les enjeux de santé mentale dont qu'elle vit. Ce sera une occasion pour elle d'apprivoiser, en fait, cette nouvelle réalité-là, puis de comprendre le passé de son père. En parallèle, la deuxième histoire qu'on suit, on est à New York avec un personnage qui s'appelle Mano, qui est un jeune homme d'origine haïtienne. Il habite à Harlem. Le fait qu'il soit d'origine haïtienne nous permet d'avoir un jeune homme qui habite aux États-Unis, à New York, et qui est francophone. Donc, il habite dans une famille francophone. Et il va être amené à participer au même concours de slam. Et lui, ben, le sujet qui va l'intéresser plus particulièrement, c'est la brutalité policière parce qu'il va être témoin d'un événement où il y a une fête. Au sortir de la fête, il y a les policiers qui sont appelés parce qu'il y a du bruit. Puis il y a un jeune garçon qui va se faire assassiner par les policiers alors qu'il n'était pas menaçant, là. Donc, vous avez déjà, bien sûr, vu des actes comme ceux-là dans les médias. Alors, c'est ce dont il sera témoin. Et il va vouloir témoigner de cette réalité-là. Puis, dans l'histoire de Mano, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, qui est un beau sujet à aborder avec les ados, parce que c'est pas lui qui décide de participer au concours de slam, c'est sa blonde qui décide d'envoyer un de ses textes parce qu'elle trouve qu'il écrit bien. Puis lui, ben, il est pas content parce qu'il voulait pas écrire pour être lu par les autres. Lui, il écrivait juste pour lui. Fait qu'il y a toute la relation à euh, euh, la propriété intellectuelle. Tu sais, j'ai fait quelque chose, ça m'appartient, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour l'envoyer à d'autres. Donc, il y a un beau sujet autour de ça qui peut être abordé. Le troisième jeune qu'on va rencontrer s'appelle Luc.
Il habite à Londres. C'est le fils d'un ambassadeur français. Il a auparavant habité en Afrique et alors qu'il habitait en Afrique, il a découvert qu'il était homosexuel. Lorsqu'il est parti d'Afrique, ben il a laissé derrière lui un jeune homme dont il était amoureux. Alors il est dans le deuil de cette relation amoureuse-là. Et ben ça va être toute la prise de conscience en fait de son orientation sexuelle, le fait d'assumer son orientation sexuelle aussi. Et ben lui, c'est là-dessus qu'il va écrire. Donc, on va suivre vraiment chacun de leur parcours, leur quotidien, leur vie, ce qui va les amener à participer au concours de slam. Puis à la fin, on se retrouve au concours, à la grande finale. Et là, ben, c'est le seul moment, en fait, à la fin où il y a du slam. Donc, tout au long du roman, on n'est pas avec des slams à toutes les 2 pages là, qui nous sont racontés. Il y a juste à la fin. Puis Claudia Lahaye, quand elle a écrit ce roman-là, elle s'est dit, si moi j'écris des slams, ça va paraître que c'est une madame qui a écrit ça. Donc, elle a demandé à des adolescents d'écrire les 3 textes. Donc, ces 3 textes-là sont cités, là, ont été écrits par des vrais ados pour que ce soit plus senti. Et ben, ce sont les textes. Puis il y a quelqu'un qui va gagner. Évidemment, c'est un concours. Fait qu'à la fin, il faut que quelqu'un gagne, mais c'est la rencontre entre ces 3 jeunes-là. Fait que c'est drôle parce qu'il y a vraiment une parenté dans la structure entre les deux ouvrages qui est très intéressante. Eh bien, je regarde l'heure et ça fait déjà 1h15 que je vous parle de ces différents ouvrages-là. J'espère que vous avez eu l'occasion autant de découvrir la maison d'édition, les collections, les livres que vous pouvez y trouver. Vous avez vraiment un catalogue qui est très riche aux éditions David. On a déjà fait par le passé d'autres présentations où on parlait davantage des livres de la collection 14-18. Ils sont très, très riches aussi, très nombreux. Aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir beaucoup la collection Pigeon Voyageur aussi qui permet d'aller toucher un public varié. Je vous invite à aller voir ce qui est publié dans cette maison d'édition-là grâce à leur site web et à la section pour les enseignants. Je vous remercie pour votre présence. Puis, je vous dis donc, il y a une deuxième présentation qui aura lieu à partir de 13 heures. C'est Rose qui va donner la deuxième présentation. Laissez-moi me rappeler ce que Rose vous a préparé parce que là, moi, j'étais bien concentrée dans ma présentation pour les éditions David. Alors, je vais juste aller vérifier ce qui vous attend. Je l'ai écrit ce matin, là, c'est juste parce que là, j'essaie de le dire rapidement, puis alors, cet après-midi, vous allez avoir les éditions Les Ailés. Ben oui, bien sûr. Alors, avec les éditions Les Ailés, vous allez voir des romans pour les adolescents, des romans accessibles, des collections variées aussi. Ça va être super intéressant. Puis, ben moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous contacter si jamais pour vos milieux, vous avez besoin de présentations de livres exclusives là, pour découvrir des ouvrages. On a une vingtaine de maisons d'édition qu'on représente. On peut vous rencontrer personnellement. Puis, j'aimerais vous mentionner aussi qu'on a lancé un balado, Rose et moi, il y a 2 mois environ. Donc, on a un deuxième numéro du balado qui est paru il y a 2 semaines. Dans notre deuxième numéro, on parle entre autres de féminisme, de stéréotypes de genre et de nature. Donc, féminisme et stéréotypes de genre pour le secondaire. Puis, nature et heure du compte en nature pour le primaire. Puis, si vous voulez, je vais vous mettre le lien dans la conversation. Si jamais vous ne l'avez pas encore découvert. Ça sera pas très long, je vais vous trouver ça. Puis, on est bien fiers de ce projet-là. C'est super le fun. Puis, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le balado, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire parce que nous, bien sûr, on veut faire un balado qui va être utile, qui va vous servir. Donc, on veut vous proposer soit des sélections de livres ou encore on veut vous proposer des sujets de discussion qui pourraient être intéressants pour vous sur l'animation du livre, la littérature auprès des adolescents, auprès des jeunes. Alors, soyez pas gênés de nous écrire. Vous avez le balado qui est dans la fenêtre de discussion qui est arrivée. Alors, ben, je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. Puis, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, là, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rester.